Avez-vous déjà imaginé ce que c'est de découvrir que pour votre propre fils vous n'êtes qu'un cadavre qui respire encore? Qu'il compte les jours jusqu'à votre mort comme quelqu'un qui attend Noël? À 72 ans, un après-midi glacial de novembre à Lyon, j'ai découvert que j'avais été une imbécile toute ma vie. Je m'appelle Céline Moreau, et pendant cette décennie j'ai cru que l'amour maternel était sacré et partagé. Comme j'étais naïve. Comme j'étais aveugle, sourde et muette à la réalité qui était juste devant moi. Ce jour maudit, je marchais dans les rues pavées du vieux Lyon avec un chèque de 15 000 € dans ma vieille pochette en cuir, pratiquement tout ce que je possédais au monde. 15 000 € que j'avais économisés pendant 2 années entières, en me privant de nourriture, en achetant des vêtements d'occasion, en vivant avec des miettes pour pouvoir aider mon fils unique, Julien. Le vent froid de novembre me coupait le visage tandis que je montais la colline vers l'élégant appartement qu'il habitait dans le quartier de la Presqu'île. Mon cœur battait comme celui d'un enfant la veille de son anniversaire. Enfin je pourrais être utile, enfin je pourrais montrer mon amour de façon concrète. Julien avait mentionné des problèmes financiers avec la rénovation de sa nouvelle maison, et moi, comme toujours, je voulais être la solution aux problèmes de mon petit garçon. Quelle mère pathétique j'étais. J'arrivais à l'immeuble d'architecture haussmannienne où il vivait avec Isabelle, sa femme depuis 5 ans. Un immeuble que je ne pourrais jamais me permettre, mais qui me rendait toujours fier du succès de mon fils. Je sonnais à la cloche dorée, mais personne ne répondit. La pluie fine typique de l'automne lyonnais commençait à mouiller mon manteau usé tandis que j'attendais. Puis j'entendis des voix venant de la terrasse arrière. C'était la voix de Julien, forte et claire, parlant au téléphone avec quelqu'un. Mon cœur se remplit de joie, il était à la maison. Je décidai de contourner l'immeuble pour lui faire signe à la fenêtre et lui faire une surprise. Mais ce que j'entendis ces minutes suivantes me fit souhaiter être morte là même, sur le trottoir mouillé. Non, ne t'inquiète pas pour ma mère, disait Julien, sa voix chargée d'une irritation que je n'avais jamais entendue quand il parlait de moi. Ce n'est qu'un poids mort de toute façon. Un fardeau que je porte depuis des années. Isabelle et moi, nous attendons juste, enfin, tu comprends. Elle a déjà 72 ans, ça ne peut plus durer très longtemps. Je sentis comme si la foudre avait traversé ma poitrine. Mes jambes tremblèrent si fort que je dus m'appuyer contre le mur froid et humide de l'immeuble. Le chèque dans ma pochette sembla soudain peser 1000 kilos. Franchement, continua Julien, et je pouvais entendre le sourire cruel dans sa voix, c'est un soulagement de savoir qu'on n'aura bientôt plus à faire semblant de s'en soucier. Tu devrais voir comme elle débarque ici sans prévenir, toujours voulant aider, toujours se mêlant de ceux qui ne la regardent pas pathétique. Chaque mot était comme de l'acide versé sur des blessures ouvertes. Moi qui avais élevé Julien seul après qu'Antoine, son père, était mort dans un accident de voiture quand il n'avait que 9 ans. Moi qui avais travaillé 18 heures par jour comme couturière dans une usine textile de la Croix-Rousse pour payer ses études. Moi qui avais vendu mon alliance de mariage pour donner l'acompte de son premier appartement. Les parents d'Isabelle par contre. La voix de Julien changea complètement, devenant chaleureuse et pleine d'admiration. Là, ce sont des gens de vraie valeur. Monsieur Beaumont a cette position importante au Crédit Lyonnais, et Madame Beaumont possède 3 propriétés, une ici à Lyon, une autre à Paris et cette villa à Cannes. Eux, ils font vraiment la différence dans nos vies, tu comprends? Je n'arrivais plus à respirer. L'air glacial de Lyon semblait s'être transformé en lame qui me coupait la gorge. Comment était-il possible que mon propre fils, mon sang, parle de moi de cette façon? La vieille de ma mère, il rit avec un mépris qui me transperça l'âme, elle vit dans ce taudis minuscule à la Croix-Rousse. 60 mètres carrés de pauvreté et de nostalgie. Isabelle me l'a dit 1000 fois, quand elle mourra, on vendra cette saleté et on utilisera l'argent pour notre maison de vacances en Provence. À ce moment-là, je commençais à comprendre l'étendue de ma cécité. Toutes les fois qu'Isabelle faisait des commentaires subtils sur mon appartement, étriqué. Toutes les fois que Julien semblait impatient pendant nos conversations. Tous les regards qu'ils échangeaient quand je racontais des histoires du passé. Le mieux dans tout ça, continua Julien, sa voix maintenant remplie d'une attente morbide, c'est qu'elle commence à devenir plus fragile.
Tu as vu comme elle a monté les escaliers la semaine dernière? Essoufflée, s'appuyant sur la rampe. Isabelle a dit qu'elle ne passerait peut-être pas l'hiver prochain. Ce serait une bénédiction pour nous tous. Une bénédiction. Ma mort serait une bénédiction pour mon propre fils. Je fermai les yeux et laissai les larmes couler librement sur mon visage. 72 ans de vie, 45 d'entre eux entièrement dédiés à ce petit garçon qui désirait maintenant ma mort. Combien de fois m'étais-je privé de manger pour qu'il ait de la meilleure nourriture? Combien de nuits avais-je travaillé jusqu'à l'aube pour payer ses livres, ses vêtements, ses caprices? Je dois raccrocher, dit soudain Julien. Isabelle arrive du salon de coiffure. On va dîner avec ses parents aujourd'hui, des dîners vraiment civilisés, contrairement aux visites obligatoires chez ma mère. J'entendis ses pas s'éloigner de la terrasse, et je pus finalement bouger. Je marchai comme un zombie jusqu'au coin, où il y avait un petit café. J'entrai en titubant, demandant seulement un verre d'eau, et je m'assis dans un coin sombre. Le chèque était toujours dans ma pochette. 15 000 € que j'avais économisés centime par centime. Je me souvins de tous les repas que j'avais sautés, de tous les médicaments que je n'avais pas achetés pour économiser cet argent. Et pourquoi? Pour le donner à quelqu'un qui considérait ma mort comme une bénédiction? Avec des mains tremblantes de rage et de douleur, je sortis le chèque de ma pochette. C'était un morceau de papier bleuâtre du Crédit Agricole, avec ma signature soigneuse et le montant écrit de mon écriture appliquée. Je le regardai pendant de longues minutes, jusqu'à ce qu'une fureur que je n'avais jamais ressentie commence à brûler dans ma poitrine. Je déchirai le chèque en 2. Puis en 4 morceaux. Puis en 8. Je continuai à le déchirer jusqu'à ce qu'il ne reste que des confettis mouillés par mes larmes. Les morceaux tombèrent sur le sol du café comme les pétales d'une fleur morte. « Ça va, madame ?» demanda le serveur, un jeune arabe aux yeux gentils. « Oui » répondis-je, surprise par la fermeté de ma propre voix. Maintenant, ça va très bien. Maintenant tout allait bien. Pour la première fois en années, tout était parfaitement clair. Je rentrai chez moi en bus, regardant Lyon passer par la fenêtre embuée. Mon appartement à la Croix-Rousse, ce taudis de 60 mètres carrés, ne m'avait jamais paru aussi accueillant. Il était à moi. Il était petit, mais il était honnête. Il était pauvre, mais il était digne. Ce soir-là, assise dans mon vieux fauteuil avec une tasse de thé, je commençai à planifier. Pendant 72 ans j'avais été gentille, compréhensive, mettant toujours les autres avant moi. Pendant 45 ans, j'avais placé Julien au centre de mon univers. Mais quelque chose était mort cet après-midi froid de novembre. Et quelque chose de nouveau naissait. Les jours suivants, je continuais ma vie normalement, mais en observant tout avec des yeux nouveaux. Julien appela 2 fois, comme toujours, feignant l'inquiétude. « Comment allez-vous, maman? Avez-vous besoin de quelque chose? » « Je vais bien, mon chéri, » répondis-je avec la même douceur qu'avant. Mais maintenant je savais que derrière l'écran du téléphone, il ne faisait que suivre le protocole, pointer jusqu'à ce que j'aie la décence de mourir. Une semaine plus tard, ils vinrent me rendre visite. Isabelle apporta des fleurs, des marguerites bon marché du supermarché et Julien apporta une boîte de chocolat périmé qu'il avait probablement reçue d'un client. « Vous avez l'air fatiguée, belle maman », dit Isabelle avec une fausse inquiétude, mais je vis ses yeux parcourir mon appartement, calculant les valeurs, imaginant des rénovations. « L'hiver arrive », dit Julien, s'asseyant sur mon canapé comme s'il en était déjà propriétaire. Peut-être que vous devriez penser à d'autres options de logement. Il y a des maisons de retraite très bien ici à Lyon. Des maisons de retraite. Bien sûr. Pour accélérer le processus. Ne vous inquiétez pas pour moi, dis-je doucement. Je vais très bien ici. Mais je commençais à remarquer d'autres détails. Comment Isabelle prenait discrètement des photos de mes meubles anciens. Comment Julien ouvrait les tiroirs en cherchant du sucre pour le café. Comment il chuchotait quand il pensait que je n'écoutais pas. C'est alors que je décidai qu'il était temps de leur donner une leçon. Une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Et vous n'avez aucune idée de ce que je préparais.
parce que pendant qu'ils me considéraient comme une vieille idiote attendant de mourir, je préparais la plus grande surprise de leur vie. Continuez à regarder, parce que ma vengeance a été si parfaite qu'encore aujourd'hui ils se réveillent en cauchemar en y pensant. L'idée me vint une nuit d'insomnie, alors que j'étais allongé écoutant la pluie frapper la fenêtre de ma chambre. Si Julien et Isabelle étaient si impatients de ma mort, pourquoi ne pas leur donner exactement ce qu'ils désiraient? Pendant une semaine entière, j'étudiais tous les détails de mon plan. Le matin du lundi suivant, j'appelai mon médecin, le docteur Rousseau, un homme gentil de 60 ans qui s'occupait de ma santé depuis 2 décennies. « Céline, quelle surprise de vous entendre », dit-il quand il décrocha le téléphone. « Comment vous sentez-vous ? » ?»« Docteur, j'ai besoin de votre aide pour quelque chose d'inhabituel, expliquai-je ma situation en détail. Le docteur Rousseau fut horrifié. « Mon Dieu, Céline! Comment un fils peut-il être si cruel ? » ?»« Il peut et il l'est, » répondis-je amèrement. « C'est pourquoi j'ai besoin de votre collaboration. Je veux faire semblant d'être mourante. » J'expliquai mon plan méticuleusement. Le docteur Rousseau hésita au début, mais quand je lui montrai les enregistrements des conversations de Julien sur mon téléphone portable, il accepta de m'aider. « Si c'est ce qu'ils veulent, » dit-il avec tristesse, « donnons-leur exactement cela. » Nous passâmes 2 heures ce matin-là à perfectionner chaque détail. Le docteur Rousseau connaissait d'autres médecins à Lyon qui pourraient nous aider si nécessaire. Il avait même des contacts à l'hôpital Édouard Herriot qui accepteraient de jouer le jeu si nous en arrivions là. « Mais Céline, » me dit-il avant de partir, « êtes-vous certaine de vouloir aller aussi loin ? C'est votre fils, après tout. » « Docteur, » répondis-je avec une détermination que je ne me connaissais pas, « cet homme a cessé d'être mon fils le jour où il a souhaité ma mort. Maintenant, c'est juste un étranger cupide qui mérite d'apprendre une leçon. » La première phase du plan commença un lundi. Je téléphonai à Julien avec une voix faible et tremblante. « Mon fils, je ne me sens pas très bien. Pourrais-tu venir ici ? » Il arriva en 20 minutes, un record de vitesse pour quelqu'un qui mettait normalement des heures à me rendre visite. J'ouvris la porte en peignoir, les cheveux ébouriffés et feignant des difficultés à respirer. « Maman !»« Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il, mais je pouvais voir dans ses yeux un éclat étrange. « De l'expectative ? De l'espoir ? Je ne sais pas, mon chéri. Je me suis réveillée en me sentant très faible. Il vaudrait peut-être mieux appeler le médecin. Vous avez peut-être attrapé froid, dit-il, mais je remarquai comment ses yeux parcouraient déjà mon appartement, comme s'il évaluait ce qu'il allait bientôt hériter. Le docteur Rousseau arriva 1 heure plus tard et joua parfaitement son rôle. Il fit plusieurs examens bidons, secoua la tête avec inquiétude et demanda à parler avec Julien en privé. De ma chambre, j'entendis la conversation planifiée. « Monsieur Moreau, je regrette de vous informer, mais votre mère entre dans, eh bien, elle entre dans une phase délicate. Le cœur est faible, la tension instable. C'est une question de, eh bien, peut-être quelques semaines. » Le silence qui suivit fut révélateur. Julien ne cria pas, ne pleura pas, ne devint pas désespéré comme un fils normal l'aurait fait. Il dit seulement, « Docteur, y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour qu'elle ne souffre pas ? Pour que je ne souffre pas. » Quel fils attentionné. « Nous la garderons confortable, » répondit le docteur Rousseau. « Il est important qu'elle ait la paix dans ces derniers moments. » Après le départ du docteur, Julien resta encore 1 heure avec moi. Je le regardai discrètement pendant qu'il examinait mes affaires. Il ouvrit le tiroir de ma commode, cherchant des mouchoirs, mais je le vis compter les bijoux que j'y gardais. Il regarda mes livres anciens, mes petits objets de valeur, comme s'il faisait un inventaire mental. « Maman, » dit-il avant de partir, « si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à appeler. Isabelle et moi sommes là pour vous. » « Merci, mon chéri. Vous êtes si bon pour moi. » Ce soir-là, Julien téléphona à Isabelle. J'entendis tout à travers le mur mince entre ma chambre et le salon. « C'est officiel. Le médecin a dit que c'était quelques semaines au maximum. Nous devons nous préparer. »
Se préparer. Comme si ma mort était un événement social qu'ils organisaient. As-tu parlé à tes parents? Demanda Isabelle de l'autre côté du téléphone, sa voix audible dans le silence de la nuit. Pas encore. Mais maman Beaumont m'a déjà dit qu'elle aimerait avoir la table de la salle à manger pour la maison de Cannes. Et papa Beaumont pense que nous pourrions vendre l'appartement rapidement si nous le rénovons avant. Ma table de salle à manger. La table où j'avais élevé Julien, où nous avions pris des milliers de repas ensemble, où il faisait ses devoirs pendant que je cousais tard dans la nuit pour payer ses factures. Ils avaient déjà divisé mon héritage avant même ma mort. Les jours suivants, j'augmentais graduellement la mise en scène. Je commençais à manger moins pendant les repas quand ils venaient me rendre visite, laissant toujours de la nourriture dans l'assiette. Je feignais des difficultés à marcher, m'appuyant contre les murs. Je réduisis le volume de ma voix jusqu'à presque un murmure. Et ils mordirent complètement à l'hameçon. Julien augmenta la fréquence de ses visites pas par amour, mais comme un vautour tournant autour de sa proie blessée. Isabelle commença aussi à apparaître, toujours avec ce sourire faux et ses yeux calculateurs. « Belle maman, j'ai apporté une soupe spéciale pour vous, disait-elle, mais je voyais comment ses yeux parcouraient ma bibliothèque, mon buffet ancien, ma commode en bois massif. « Comme c'est gentil, Isabelle, murmurai-je d'une voix faible. Vous avez toujours été si bonne pour moi. » À l'intérieur, je me sentais dégoûtée. Mais à l'extérieur, je continuais à interpréter la femme mourante qu'il désirait tant que je sois. Un mercredi, Isabelle arriva avec un carnet et un stylo. « Belle maman, j'aimerais noter vos préférences pour l'organisation de tout. Vous savez, vos affaires personnelles, vos souvenirs. Nous voulons respecter vos volontés. » Ces volontés. Comme si elle se souciait de ce que je voulais. « Quelles affaires, ma chérie ?» demandai-je innocemment. « Eh bien, vos bijoux, vos meubles, vos livres. Il est important de savoir qui vous aimeriez qui en hérite. » Elle était déjà en train de cataloguer mes possessions, prenant des notes discrètes sur tout ce qui avait de la valeur dans mon petit appartement. La deuxième semaine de la mise en scène apporta des développements intéressants. Julien arriva avec une pochette de documents. « Maman, j'ai apporté quelques papiers importants. Ce ne sont que des formalités pour faciliter tout quand le moment viendra. » C'étaient des documents de transfert de propriété, des procurations, même une suggestion de testament déjà rédigé. Tout très pratique, très bien préparé. Évidemment, ils avaient pensé à cela bien avant ma maladie. « C'est beaucoup de choses à traiter, » murmurai-je, feignant la confusion. Ma tête est si confuse ces derniers temps. Ne vous inquiétez pas, maman. Laissez-moi m'occuper de tout, dit Julien, prenant ma main avec une fausse tendresse. Vous m'avez toujours fait confiance, n'est-ce pas? Toujours, mon fils. J'ai toujours eu confiance en vous. Mais quand il sortit de la chambre pour chercher de l'eau, je photographiai secrètement tous les documents avec mon téléphone portable. Chaque page révélait l'étendue de leur cupidité. Ce n'était pas seulement mon appartement, ils avaient découvert mon petit compte d'épargne, les quelques meubles de valeur que je possédais, même une petite police d'assurance que j'avais oublié avoir. Ils avaient tout calculé. Chaque centime, chaque objet, chaque source de revenus que je pourrais avoir. C'était impressionnant et terrifiant à la fois. « Voici l'eau, maman, » dit Julien en revenant dans la chambre. « Merci, mon chéri. Tu es si attentionné. » Cette nuit-là, quand ils partirent, j'appelai mon avocat, Maître Dupont. Il était presque minuit, mais il répondit immédiatement quand il vit mon nom sur l'écran. « Céline. Comment allez-vous? J'ai entendu dire que vous n'alliez pas très bien. » « Je vais parfaitement bien, Maître Dupont. En fait, je n'ai jamais été mieux. Mais j'ai besoin de votre aide urgente. » J'expliquai toute la situation. Maître Dupont, un homme sérieux de 55 ans qui s'occupait des quelques affaires légales de ma famille depuis des décennies, fut choqué. « Céline, c'est monstrueux. Comment un fils peut-il? » « Il peut et il le fait, » l'interrompis-je. « C'est pourquoi j'ai besoin de créer une stratégie légale.
Je veux protéger mes biens, en même temps, donner une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Nous travaillâmes pendant 3 heures cette nuit-là, créant un plan juridiquement parfait. Maître Dupont connaissait des gens dans toutes les institutions importantes de Lyon, notaires, banques, hôpitaux. En 48 heures, nous aurions tout prêt. Mais Céline, me dit-il avant de partir, êtes-vous sûr de vouloir aller aussi loin? Il y aura des conséquences pour vous aussi. Maître Dupont, répondis-je avec une détermination froide, les seules conséquences que je crains sont celles de continuer à être une mère stupide et aveugle. Il est temps que j'apprenne à mes 72 ans ce que j'aurais dû apprendre il y a des décennies, que l'amour maternel ne doit pas être un suicide social. Pendant ce temps, je continuais la mise en scène. La 3e semaine, je feignis une crise. Je gémis de douleur pendant la nuit jusqu'à ce que Julien et Isabelle arrivent en courant. Ils avaient une clé de rechange pour les urgences. « Maman !»« Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Julien, mais il y avait quelque chose dans sa voix qui n'était pas exactement du désespoir. C'était de l'expectative contrôlée. « Ça fait si mal !» murmurai-je dramatiquement. « Ma poitrine, je n'arrive pas à respirer. »« Appelons l'ambulance » dit Isabelle, mais elle ne semblait pas très pressée. À l'hôpital où le docteur Rousseau avait déjà préparé toute l'équipe médicale pour notre mise en scène, les examens confirmèrent ce que tout le monde savait déjà, j'empirais rapidement. « C'est une question de jours », murmura le docteur Rousseau à Julien et Isabelle, me faisant discrètement un clin d'œil quand ils ne regardaient pas. Je revins à la maison, condamné. Et c'est là que leur vraie nature se révéla complètement. À peine étions-nous arrivés à l'appartement qu'Isabelle commença à organiser mes affaires. Pour faciliter plus tard, expliqua-t-elle, mais elle cataloguait clairement tout ce qui avait de la valeur. Julien apporta plus de documents. « Maman, il est important de tout signer maintenant, pendant que vous avez encore des forces. »« Bien sûr, mon fils, » murmurai-je. « Fais ce que tu penses être le mieux. » Mais au lieu de signer, je tachais intentionnellement l'encre avec ma main tremblante. « Pardon, mes doigts sont si faibles. »« Ce n'est pas grave, maman. »« Nous essaierons demain, » dit-il, mais je vis l'irritation dans ses yeux. Cette nuit-là, après leur départ, j'entendis à travers le mur une conversation qui confirma tous mes soupçons. « Elle ne va pas durer beaucoup plus longtemps, » dit Isabelle. « Tu as vu comme elle est faible? Elle peut à peine tenir un stylo. »« Dieu merci, » répondit Julien. « Plus tôt ce sera, mieux ce sera. J'ai déjà appelé le notaire. Il viendra demain avec tous les documents corrects. »« Et tes parents ?» demanda Isabelle. « Ils sont déjà au courant. Maman Beaumont a déjà choisi les meubles qu'elle veut garder. Elle a dit que ma table de salle à manger serait parfaite pour la maison de Cannes. » Ma table de salle à manger. La table où j'avais créé Julien, où nous avions pris des milliers de repas ensemble, où il faisait ses devoirs pendant que je cousais tard dans la nuit pour payer ses factures. Mais cette serait la dernière nuit de la farce. Parce que le lendemain matin, Julien et Isabelle découvriraient qu'ils avaient complètement sous-estimé la vieille idiote qu'ils pensaient que j'étais. Le réveil sonna à 5 heures du matin ce mercredi. C'était le jour de ma résurrection et de leur chute. Je me levai avec plus d'énergie que je n'en avais ressenti depuis des années, pris un bain revigorant avec mon savon français préféré et m'habillai de mon plus bel ensemble, cette robe bleu marine que j'avais achetée pour le mariage de Julien, à l'époque où je croyais encore qu'il m'aimait. J'arrangeai mes cheveux gris en un chignon élégant, mis du rouge à lèvres rouges, une couleur que je n'avais pas portée depuis des mois, et me regardai dans le miroir. La femme qui me fixait en retour n'était plus la vieille fragile des derniers jours. C'était Céline Moreau, 72 ans d'expérience de vie, prête à donner la leçon la plus importante de son existence. Avant de les appeler, je préparai minutieusement la mise en scène. J'ouvris toutes les rideaux, laissant la lumière dorée de l'hiver lyonnais inonder toutes les pièces. Je mis de la musique classique de Debussy, mon compositeur préféré. L'appartement qui avait été le théâtre de ma fausse agonie allait maintenant devenir celui de ma renaissance. À cette heure précise, je téléphonai à Julien, mon fils, « J'ai besoin que toi et Isabelle veniez ici maintenant. C'est très urgent. »
Maman? Votre voix est différente, dit-il, clairement confus par ma vitalité soudaine. Je vais parfaitement bien. Je ne me suis jamais senti mieux de toute ma vie. Venez immédiatement, nous avons des affaires très importantes à régler. Je raccrochai avant qu'il puisse répondre. Dans les 40 minutes suivantes, je transformai mon appartement. Je préparai du café frais et mis la table comme au bon vieux temps, quand je croyais encore avoir une famille qui m'aimait. J'entendis des pas précipités dans l'escalier, puis des chuchotements inquiets devant ma porte. Quand j'entendis la clé dans la serrure, j'étais assise dans mon fauteuil préféré, avec un sourire serein sur le visage et les yeux brillants d'une détermination que je n'avais pas montrée depuis des années. Julien et Isabelle entrèrent précipitamment, clairement alarmés. Ils s'arrêtèrent sur le seuil du salon comme s'ils avaient vu un fantôme. « Mon Dieu! Maman, comment vous êtes ?» Julien bégaya, me voyant non seulement debout, mais rayonnante. « Bonjour, mes chéris, dis-je d'une voix claire et forte. Comme vous pouvez le voir, je vais parfaitement bien. En fait, je ne me suis jamais sentie aussi bien de toute ma vie. » Isabelle murmura quelque chose d'inaudible et s'accrocha au bras de Julien. Il ressemblait à deux enfants qui avaient été pris en train de faire une bêtise. « Asseyez-vous, ordonnai-je, pointant vers le canapé. Nous avons beaucoup à discuter. » Ils obéirent en silence, échangeant des regards nerveux. Isabelle était pâle comme du papier, et Julien n'arrivait pas à arrêter de cligner des yeux, comme s'il essayait de se réveiller d'un cauchemar. Je me levai du fauteuil et marchai jusqu'à la fenêtre, observant Lyon se réveiller sous un ciel étonnamment bleu pour un matin d'hiver. Je respirai profondément et me tournai pour les affronter. « Vous pensez vraiment que je suis idiote, n'est-ce pas ?» demandai-je, ma voix coupant le silence comme une lame aiguisée. « Vous pensez qu'une femme n'arrive pas à 72 ans sans apprendre à reconnaître la fausseté quand elle la voit ?»« Maman, de quoi parlez-vous ?» tenta Julien, mais sa voix tremblait comme une feuille dans le vent. « Je parle, dis-je calmement, de vous deux planifiant ma mort comme s'il s'agissait d'un événement social. Je parle de toi, mon cher fils, m'appelant un poids mort tout en faisant l'éloge de tes beaux-parents riches. Je parle d'Isabelle choisissant mes meubles pour décorer la maison de Cannes avant même que je sois morte. » Le silence qui suivit fut si profond que je pus entendre l'horloge de la cuisine marquer les secondes. Isabelle porta sa main à sa poitrine comme si elle n'arrivait pas à respirer. Julien ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois, comme un poisson hors de l'eau. Nous n'avons jamais fait cela, balbutia Julien finalement. Ah non? Je pris mon téléphone portable de la table latérale et appuyai sur lecture. L'enregistrement que j'avais fait cet après-midi fatidique commença à jouer, clair comme du cristal. « Non, ne t'inquiète pas pour ma mère. Ce n'est qu'un poids mort de toute façon. » Julien devint blanc comme la neige qui commençait à tomber dehors. Isabelle poussa un gémissement et couvrit son visage de ses mains. « Voulez-vous que je continue ?» demandai-je, mettant l'enregistrement en pause. « J'ai des heures de matériel intéressant. Vous parlant de vendre mon appartement, de diviser mes meubles, de comme ce serait une bénédiction quand je mourrais. »« Maman, vous ne comprenez pas ?» tenta Julien, se levant du canapé. « Je comprends parfaitement, » criai-je, une force que je ne savais pas posséder résonnant sur les murs de mon appartement. « Je comprends que j'ai élevé un monstre. Je comprends que j'ai gaspillé 72 ans de ma vie à aimer quelqu'un incapable d'aimer en retour. » Je marchai jusqu'à mon ancien secrétaire, celui qu'Isabelle avait photographié discrètement et pris une épaisse pochette de documents. « Voulez-vous savoir quelque chose de très intéressant ?» demandai-je, ouvrant la pochette. « Pendant que vous planifiez ma mort et divisiez mon héritage, je planifiais quelque chose d'infiniment mieux. » Je sortis les documents et les étalai sur la table basse. Tout mon héritage, toute ma propriété, toutes mes économies ont été légalement transférées à un fonds de bienfaisance. L'expression d'horreur sur le visage de Julien fut la chose la plus satisfaisante que j'ai jamais vue de toute ma vie. Isabelle fit un bruit étranglé, comme si quelqu'un serrait sa gorge. « Cela ne peut pas être légal, » bégaya Isabelle, se levant désespérément. « C'est complètement légal, »
répondis-je avec un calme absolu. J'ai consulté les meilleurs avocats de Lyon. Une personne en pleine capacité mentale ce que je suis, merci peut faire ce qu'elle veut de ses biens. Et j'ai décidé de tout donner à une maison de retraite ici à Lyon. Spécifiquement, à une maison qui s'occupe de mères abandonnées par leurs propres enfants. Julien chancela comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Maman, vous ne pouvez pas faire cela, nous sommes votre famille. Famille ? Je ris amèrement, un son qui me surprit moi-même. La famille ne planifie pas la mort de la mère pour hériter plus vite. La famille n'appelle pas la mère un poids mort. La famille ne catalogue pas les meubles de la mère avant qu'elle meure. Nous pouvons tout expliquer. Tenta Isabelle, ces mots sortant précipitamment. Il n'y a rien à expliquer, l'interrompis-je. Je vous ai entendu, je vous ai enregistré, je vous ai vu célébrer ma mort imminente supposée. Maintenant c'est mon tour de célébrer la mort de mon amour aveugle et stupide pour vous. Je pris un autre document de la pochette. Ah, et il y a plus. Vous voyez cette procuration que vous avez apportée pour que je la signe ? Eh bien, je l'ai signée. Mais pas de la façon que vous attendiez. Je leur montrai le papier. J'ai signé une procuration donnant plein pouvoir à mon avocat pour gérer tous mes biens qui appartiennent maintenant au fonds de bienfaisance. Vous n'avez légalement droit à absolument rien. Julien s'assit lourdement sur le canapé, le visage entre les mains. Maman, s'il vous plaît, nous avons fait des erreurs, mais nous sommes votre famille. Des erreurs ? Ma voix monta d'une octave. Julien, vous n'avez pas fait d'erreur. Vous avez révélé qui vous êtes vraiment. Et je suis éternellement reconnaissante pour cette révélation. Isabelle commença à pleurer pas des larmes de remords, mais de désespoir pur. Mais belle maman, vous ne pouvez pas tout laisser à des étrangers. Nous sommes votre famille. Des étrangers ? Je m'assis dans le fauteuil et les regardai froidement. Vous voulez savoir qui sont les étrangers ? Les étrangers sont les gens qui travaillent dans la maison de retraite et qui traitent les mères abandonnées avec plus de tendresse que vous ne m'en avez jamais témoigné. Les étrangers sont les bénévoles qui lisent aux vieilles femmes solitaires pendant que leurs propres enfants souhaitent leur mort. Je me levai à nouveau et allai à la fenêtre. Vous voulez savoir quel a été le moment exact où j'ai décidé de faire cela ? C'est quand j'ai entendu Julien dire que ma mort serait une bénédiction. À ce moment-là, j'ai compris que mon fils était mort il y a longtemps, et qu'à sa place il ne restait qu'un étranger cupide. Je me tournai pour les affronter une fois de plus. Pendant 3 semaines, j'ai fait semblant d'être mourante. Et savez-vous ce que j'ai découvert ? Vous n'êtes pas venu me rendre visite par amour, vous êtes venu me surveiller comme des vautours. Vous n'avez pas apporté du réconfort, vous avez apporté des documents à signer. Vous n'avez pas montré de tristesse, vous avez montré de l'impatience. Maman, s'il vous plaît. Julien essaya de s'approcher, mais je levai la main pour l'arrêter. Non. Vous avez eu 45 ans pour m'aimer. Vous avez eu toute une vie pour me valoriser. Et vous avez choisi de me considérer comme un poids mort. Maintenant vivez avec les conséquences de ce choix. Je pris le dernier document de la pochette. Et pour qu'il ne reste aucun doute sur ma capacité mentale, voici un rapport psychiatrique complet, signé par 3 spécialistes indépendants, attestant que je suis en parfaite condition mentale. Toute tentative de contester mes décisions sera inutile. Isabelle arrêta de pleurer et me regarda avec une colère qui révélait finalement son vrai visage. Vous êtes une vieille cruelle. Cruelle ? Je ris à nouveau. Isabelle, ma chère, cruelle c'est de souhaiter la mort de sa belle-mère. Cruelle c'est de photographier les meubles d'une personne malade. Cruelle c'est de planifier comment dépenser l'héritage avant l'enterrement. Je ne suis pas cruelle, je suis enfin juste. Julien se leva en chancelant et vint vers moi. Maman, vous ne pouvez pas nous faire cela. Nous avons des dettes, des engagements. Et moi j'ai eu toute une vie de sacrifice pour vous, répondis-je froidement. J'ai travaillé jusqu'aux os pour payer votre éducation. J'ai vendu mes bijoux pour donner l'acompte de votre premier appartement.
J'ai coupé dans ma propre nourriture pour pouvoir vous aider chaque fois que vous en aviez besoin. Et comment m'avez-vous remercié? En me considérant comme un fardeau. Je marchai jusqu'à la porte et l'ouvris. Maintenant, s'il vous plaît, sortez de mon appartement. J'ai une nouvelle vie à commencer. Maman, cela ne peut pas se passer ainsi. Implora Julien, mais il y avait quelque chose de différent dans sa voix maintenant. Pour la première fois, il semblait véritablement désespéré. Cela peut et c'est ainsi, dis-je fermement. Vous m'avez considérée comme morte avant l'heure. Maintenant, pour vous, je suis vraiment morte. Ils sortirent en chancelant, Isabelle sanglotant encore et Julien répétant « Ce n'est pas possible » comme un mantra. Je fermai la porte derrière eux et, pour la première fois en moi, je me sentis complètement libre. Cet après-midi-là, je téléphonai à la maison de retraite où mon héritage allait maintenant faire la différence. « Madame Moreau, dit la directrice, Madame Leclerc, nous n'avons pas de mots pour remercier votre générosité. » Ne me remerciez pas encore, répondis-je. Parce que vous n'avez aucune idée de comment cette donation va grandir. Les 3 jours suivants, Julien et Isabelle tentèrent tout. D'abord vinrent les larmes fausses et les demandes de pardon. Puis les promesses vides de changement. Quand cela ne fonctionna pas, ils passèrent aux menaces légales. « Maman, nous avons consulté un avocat, » dit Julien lors d'une de ses visites non désirées. Il a dit que nous pouvions contester cette donation. Vous étiez clairement dans un état mental altéré. J'étais en train de préparer du thé dans la cuisine, et je ne me tournais même pas pour le regarder. Ah oui? Et quel avocat serait-ce? Maître Roussel, du cabinet Roussel et Associés. Je commençai à rire. Rire tellement que je dus m'appuyer sur le comptoir de la cuisine. Oh, mon cher fils naïf. Maître Roussel est celui qui m'a aidé à préparer toute la documentation. Il a des copies de tous les enregistrements de vos conversations. Voulez-vous vraiment essayer cette voie? Le silence qui suivit fut révélateur. Julien ne savait pas que j'avais des alliés, que je m'étais préparé à toutes ces réactions possibles. En plus, continuai-je, servant le thé dans ma tasse préférée, celle que j'avais reçue en cadeau pour mon 50e anniversaire, quand je croyais encore que Julien se souciait de moi, j'ai déjà pris la liberté d'envoyer des copies de toutes les preuves aux parents d'Isabelle. L'expression de panique sur son visage fut impayable. « Vous avez fait quoi? Monsieur et Madame Beaumont ont reçu hier une pochette complète avec tous les enregistrements où vous planifiez ma mort et divisez mon héritage. J'ai aussi inclus les photos qu'Isabelle a prises secrètement de mes meubles et les documents frauduleux que vous avez préparés pour me faire signer. » Isabelle, qui était restée silencieuse jusque-là, explosa finalement, « Vous n'aviez pas le droit de faire cela. » Je n'avais pas le droit? Je la regardai froidement. Isabelle, vos parents ont le droit de savoir quel type de personne ils ont élevé. Quel type de femme considère la mort de sa belle-mère comme une bénédiction? J'imagine qu'ils doivent être très fiers. En fait, la réaction des Beaumont avait été encore plus satisfaisante que je l'espérais. Monsieur Beaumont avait téléphoné personnellement pour me demander pardon au nom de sa fille et m'informer qu'il coupait complètement le soutien financier qu'il donnait au couple. Madame Moreau, m'avait-il dit d'une voix honteuse, nous n'avions jamais imaginé que notre Isabelle soit capable d'une telle cruauté. Nous sommes profondément mortifiés. Ce jour-là marqua le début d'une nouvelle phase de ma vie. Une phase où je n'avais plus à porter le poids de l'ingratitude déguisée en amour filial. Les premiers jours après ma résurrection furent les plus libérateurs de toute mon existence. Je me réveillais le matin sans le poids écrasant de devoir plaire à des gens qui me méprisaient. Je prenais mon café en regardant Lyon par la fenêtre, sachant que chaque minute que je vivais m'appartenait, vraiment à moi. L'appartement qui avait été le théâtre de tant de souffrances silencieuses se transformait maintenant en sanctuaire de paix. Je réorganisais chaque pièce selon mes goûts, plaçant mes livres préférés à portée de main, accrochant au mur les photos qui me rendaient heureuse, pas celles de Julien enfant qui me rappelaient ma naïveté, mais celles de mes voyages d'avant son mariage, quand j'avais encore l'illusion d'être aimée. Mais Julien et Isabelle n'abandonnèrent pas facilement. Dans les 3 jours suivants, ils tentèrent tout ce qu'ils purent imaginer.
D'abord vinrent les larmes fausses et les demandes de pardon. Isabelle apparut un matin avec des yeux rougis, portant une robe noire comme si elle était en deuil. « Belle maman », sanglota-t-elle sur le seuil de ma porte, « nous sommes désespérés. Comment avons-nous pu être si aveugles ? » Très facilement, ma chère, répondis-je calmement. La cupidité a cette capacité remarquable de rendre les gens aveugles à tout sauf à l'argent. Puis vinrent les promesses vides de changement. Julien m'apporta des fleurs de vraies fleurs cette fois, pas les marguerites fanées du supermarché et un long discours préparé sur comment ils allaient être différents maintenant. « Maman, nous avons compris nos erreurs, dit-il d'une voix suppliante. Nous pouvons recommencer. Nous serons la famille que vous méritez. » Julien, répondis-je en regardant les fleurs qu'il avait posées sur ma table, tu offres maintenant ce que tu aurais dû offrir pendant 45 ans. C'est comme offrir un parapluie à quelqu'un qui vient de traverser la tempête. Le geste est joli, mais il arrive trop tard. Quand les larmes et les promesses ne fonctionnèrent pas, ils passèrent aux menaces légales. Cette phase fut particulièrement révélatrice de leur vraie nature. « Maman, nous avons consulté un avocat », annonça Julien lors d'une visite particulièrement tendue. Maître Roussel dit que nous pouvons contester cette donation. Vous étiez clairement dans un état mental altéré quand vous avez pris cette décision. J'étais en train de préparer du thé dans ma cuisine, et je ne me tournais même pas pour le regarder. Cette sérénité nouvelle m'étonnait moi-même. Ah oui ? Et quel avocat serait-ce ? Maître Roussel, du cabinet Roussel et Associés. Je posai ma tasse et commençai à rire. Un rire profond, libérateur, qui venait du plus profond de mon être. Oh, mon cher fils naïf. Maître Roussel est précisément celui qui m'a aidé à préparer toute la documentation légale. Il a des copies de tous les enregistrements de vos conversations. Il a même dit que c'était l'un des cas les plus clairs de manipulation psychologique qu'il ait jamais vu. Voulez-vous vraiment essayer cette voie ? Le silence qui suivit fut si profond que j'entendis le tic-tac de l'horloge de grand-mère dans le salon, cette horloge que Julien avait déjà comptée parmi mes biens à distribuer. En plus, continuai-je, servant le thé dans ma tasse préférée, celle que j'avais reçue en cadeau pour mon 50e anniversaire, quand je croyais encore naïvement que Julien se souciait de moi, j'ai déjà pris la liberté d'envoyer des copies de toutes les preuves aux parents d'Isabelle. L'expression de panique pure sur le visage de Julien fut impayable. Ses yeux s'écarquillèrent comme s'il venait de voir sa vie s'effondrer devant lui. « Vous avez fait quoi ? Monsieur et Madame Beaumont ont reçu hier une pochette complète avec tous les enregistrements où vous planifiez ma mort et divisez mon héritage. J'ai aussi inclus les photos qu'Isabelle a prises secrètement de mes meubles, les documents frauduleux que vous avez préparés pour me faire signer, et même quelques témoignages de voisins qui vous ont entendu célébrer ma supposée mort imminente. » Isabelle, qui était restée silencieuse jusque-là, explosa finalement, « Vous n'aviez pas le droit de faire cela. C'est de la diffamation. » De la diffamation ? Je la regardai avec un calme qui la déstabilisa visiblement. Ma chère Isabelle, la diffamation c'est mentir sur quelqu'un. Moi, j'ai simplement dit la vérité. Vos parents ont le droit de savoir quel type de personne ils ont élevé. Quel type de femme considère la mort de sa belle-mère comme une bénédiction et planifie la décoration avec ses meubles avant même l'enterrement. J'imagine qu'ils doivent être très fiers. En fait, la réaction des Beaumont avait été encore plus satisfaisante que je l'espérais. Monsieur Beaumont avait téléphoné personnellement le soir même pour me demander pardon au nom de sa fille et m'informer des mesures qu'il prenait. Madame Moreau, m'avait-il dit d'une voix profondément honteuse, nous n'avions jamais imaginé que notre Isabelle soit capable d'une telle cruauté. Nous sommes profondément mortifiés. Cette conduite va à l'encontre de toutes les valeurs que nous lui avons enseignées. Nous coupons immédiatement tout soutien financier au couple, et Isabelle ne sera plus la bienvenue dans nos propriétés tant qu'elle n'aura pas réparé le mal qu'elle vous a fait. Dans les semaines suivantes, je vis les vrais résultats de ma décision se déployer comme une symphonie de justice. Julien perdit son emploi au Crédit Lyonnais apparemment, la nouvelle de sa cupidité envers sa propre mère était arrivée aux oreilles de ses supérieurs à travers les connexions des Beaumont dans le secteur financier de Lyon.
Dans le milieu bancaire, la réputation de probité morale est essentielle, et un homme capable de souhaiter la mort de sa mère pour hériter était considéré comme un risque éthique inacceptable. Isabelle fut non seulement expulsée du club lyonnais où elle passait ses après-midi à jouer au bridge avec les dames de la haute société, mais elle fut également rayée de plusieurs comités de bienfaisance. L'ironie était délicieuse, une femme qui souhaitait la mort de sa belle-mère pour l'argent n'était pas considérée comme ayant le profil approprié pour s'occuper de charité. C'est comme si toute la ville s'était liguée contre nous, se plaignit Isabelle lors d'une de ses dernières visites. Nos amis ne nous parlent plus, nos invitations aux événements sont annulées. Ma chère, répondis-je en continuant tranquillement à arroser mes plantes, Lyon est une ville où les valeurs familiales sont encore importantes. Quand les gens apprennent qu'un couple souhaite la mort d'une mère de 72 ans pour hériter, ils ont tendance à réagir négativement. C'est ce qu'on appelle avoir une conscience. Mais ce qui me satisfit le plus fut de découvrir qu'ils affrontaient de vrais problèmes financiers. Sans ma mort pour résoudre leurs dettes considérables, sans le soutien généreux des parents d'Isabelle qui leur versaient une rente mensuelle de 3 000 €, ils se virent forcés de vendre l'appartement élégant de la presqu'île et de déménager dans un 2 pièces en banlieue de Vénissieux. Vous voyez, me dit Madame Petit, ma voisine de palier, en observant le camion de déménagement emporter leurs affaires de luxe. La cupidité finit toujours par se retourner contre ceux qui la pratiquent. 3 semaines après ma résurrection, je pris une décision qui marqua vraiment le début de ma nouvelle vie, je déménageai dans un nouvel appartement au cœur de Lyon, près du Rhône. C'était un petit 3 pièces au 3e étage d'un immeuble du 19e siècle, avec de hautes fenêtres qui donnaient sur la rivière et des moulures au plafond qui parlaient d'une époque où l'artisanat avait encore de la valeur. Pour la première fois en décennies, je décorais un foyer en pensant uniquement à moi. Des couleurs que j'aimais, des bleus profonds et des blancs crème qui me rappelaient les ciels de Provence. Des meubles que j'avais choisis, une bibliothèque en chêne massif pour mes livres bien-aimés, un fauteuil de lecture près de la fenêtre, un petit piano droit que j'avais toujours rêvé d'avoir. De l'art que j'appréciais, des reproductions d'impressionnistes français qui apportaient lumière et joie à mes murs. Il n'y avait plus personne à satisfaire, aucun fils ingrat à impressionner, aucune belle-fille calculatrice à contenter. Chaque objet dans cet appartement était là parce qu'il me plaisait, point final. Mon nouveau logement était certes plus petit que l'ancien, mais infiniment plus lumineux. Les grandes fenêtres donnaient sur la Saône, et chaque matin je me réveillais avec la vue de Lyon qui s'étendait devant moi comme une promesse de nouveaux possibles. Les bateaux-mouches passaient lentement sur la rivière, emmenant des touristes découvrir ma belle ville, et je me sentais comme l'une d'eux découvrant une nouvelle vie à 72 ans. Je commençais à travailler comme bénévole à la maison Saint-Vincent de Paul, où ma donation faisait déjà une différence remarquable dans la vie d'autres femmes qui avaient vécu des situations similaires à la mienne. Avec l'argent que j'avais donné, la maison avait pu rénover toute une aile, créer une bibliothèque, et surtout, embaucher une psychologue spécialisée dans l'accompagnement des mères abandonnées par leurs enfants. Vous ne pouvez pas imaginer l'impact de votre geste, me dit Madame Leclerc, la directrice, lors de ma première journée de bénévolat. Non seulement financièrement, mais symboliquement. Votre histoire donne de l'espoir à toutes ces femmes qui se croient inutiles. Je rencontrais des femmes extraordinaires qui avaient toutes leur propre version de mon histoire. Madame Dubois, 75 ans, élégante ancienne institutrice dont les 3 enfants l'avaient internée contre sa volonté pour vendre sa maison familiale et se partager l'héritage. Ils se sont mis d'accord pendant que j'étais encore vivante, me raconta-t-elle avec un sourire triste. Comme si j'étais déjà morte. Madame Martin, 68 ans, ancienne fleuriste qui avait découvert que ses 2 filles détournaient sa pension depuis des années, utilisant son argent pour financer leurs vacances et leur shopping. Elle venait me voir tous les mois, très affectueuse, en disant « Maman, laisse-nous t'aider avec tes finances ». Je pensais que c'était de l'amour. C'était du vol. Madame Rousseau, 74 ans, veuve d'un notaire, dont le fils unique l'avait convaincu de lui donner procuration sur tous ses biens, puis l'avait placé dans une maison de retraite de mauvaise qualité tout en vendant sa propriété familiale pour financer ses aventures commerciales ratées. Vous savez ce qui est le plus dur ? Me demanda-t-elle un après-midi pendant que nous taillions les roses du jardin de la maison. Ce n'est pas la perte d'argent.
C'est la perte d'illusion. Pendant 74 ans, j'ai cru que l'amour maternel était naturellement réciproque. Découvrir que notre enfant nous voit comme un distributeur automatique d'argent, c'est comme découvrir que toute notre vie était basée sur un mensonge. Mais voyez-vous, Céline, continua-t-elle avec cette sagesse que donne l'expérience, le jour où j'ai arrêté d'attendre son amour, j'ai commencé à recevoir l'amour de tant d'autres personnes. Les infirmières ici, les autres résidentes, les bénévoles comme vous. La famille véritable n'est pas toujours celle du sang. Parfois, c'est celle qu'on choisit. Ces conversations m'aidèrent à comprendre que ma situation était loin d'être unique. Il y avait toute une génération de mères qui avaient sacrifié leur vie pour des enfants qui les considéraient maintenant comme des fardeaux financiers à éliminer. Mais il y avait aussi une nouvelle génération de femmes qui refusaient d'accepter ce traitement. Nos histoires commencèrent à circuler dans Lyon, créant un véritable mouvement de prise de conscience. Des journalistes locaux vinrent nous interviewer, des psychologues écrivirent des articles sur le phénomène, et surtout, d'autres mères commencèrent à se manifester. Votre courage nous a ouvert les yeux, me dit Madame Fontaine, une dame de 69 ans qui était venue me voir après avoir lu notre histoire dans Le Progrès. Mon fils et ma belle-fille me traitent exactement comme vous décrivez. Ils comptent sur ma mort pour rembourser leurs dettes. Grâce à vous, j'ai décidé de réagir avant qu'il soit trop tard. Mais l'histoire de Julien et moi était loin d'être terminée. Un mois après ma décision, il apparut à mon nouvel appartement. J'entendis ses pas hésitants dans l'escalier, puis un coup timide à ma porte. Quand j'ouvris, je vis un homme que je reconnaissais à peine. Il était plus maigre, avec des vêtements froissés qui avaient clairement été portés plusieurs fois sans être nettoyés. Ses cheveux, autrefois soigneusement coiffés, étaient ébouriffés. Mais surtout, il avait des cernes profondes sous les yeux, comme quelqu'un qui ne dormait plus depuis des semaines. « Maman » dit-il d'une voix si faible que je dus tendre l'oreille pour l'entendre, « puis-je entrer ? » « S'il vous plaît ? Juste 5 minutes ?» J'hésitai longuement. Une partie de moi voulait claquer la porte au nez de cet homme qui avait souhaité ma mort. Mais une autre partie, plus curieuse, voulait voir jusqu'où il était tombé. Je m'effaçai pour le laisser entrer. Il s'assit sur le bord de mon nouveau canapé comme s'il avait peur de le salir, et resta silencieux pendant de longues minutes, regardant ses mains. « Nous avons tout perdu, dit-il finalement, sa voix se brisant. L'appartement, la voiture, mon travail, même nos amis. Isabelle m'a quitté il y a une semaine. Elle est retournée à Paris vivre chez ses parents. » J'écoutais en silence, assise dans mon fauteuil de lecture, sans montrer aucune émotion. Je n'allais certainement pas lui faciliter les choses. Elle a dit que tout était ma faute. Que si j'avais su garder une bonne relation avec ma mère, rien de tout cela ne serait arrivé. Elle a dit. Il leva les yeux vers moi, et pour la première fois je vis dans son regard quelque chose qui ressemblait à de la conscience de soi. Elle a dit que j'étais un monstre qui ne méritait pas d'avoir une famille. Isabelle a dit quelque chose de vrai pour une fois, répondis-je calmement. Il tressaillit comme si je l'avais giflé. Maman, je sais que j'ai été terrible. Je sais que je ne mérite pas votre pardon. Mais vous êtes la seule famille qui me reste. Sans vous, je n'ai plus rien, plus personne. Julien, dis-je en me levant pour aller préparer du thé pas pour lui, pour moi, tu as eu une mère qui t'a aimé inconditionnellement pendant 45 ans. Une mère qui a sacrifié tout pour toi, sa jeunesse, ses rêves, sa sécurité financière, même sa santé. Et tu as jeté cela pour la cupidité et la froideur. Je sais, murmura-t-il, des larmes coulant maintenant librement sur son visage. Je sais, et je vais devoir vivre avec cela pour le reste de ma vie. Chaque nuit, je me réveille en pensant aux choses horribles que j'ai dites. J'entends ma propre voix vous appelant, poids mort, et je me dégoûte. Bien, répondis-je sans ménagement. C'est exactement ce que tu devrais ressentir. Comme j'ai dû vivre 72 ans en étant trop généreuse, en aimant trop, en pardonnant trop. Maintenant tu expérimenteras ce que c'est de ne pas pouvoir compter sur l'amour inconditionnel d'une mère. Il resta silencieux pendant quelques minutes, pleurant silencieusement. Puis,
De façon surprenante, il dit quelque chose qui m'étonna. Vous avez raison. Je mérite cela. Je mérite pire que cela. Mais je veux changer, maman. Je veux apprendre à être le fils que j'aurais dû être. Pas pour récupérer votre argent, je sais que c'est fini. Mais pour pouvoir me regarder dans le miroir sans avoir envie de vomir. Cette réponse me surprit. Je m'attendais à des supplications, à des promesses financières, à des tentatives de manipulation. Pas à cette acceptation brutale de sa responsabilité. Peut-être est-ce possible, répondis-je après une très longue pause. Mais pas pour moi. Mon temps d'être ton salut est fini pour toujours. Si tu veux changer, tu vas devoir le faire seul, avec tes propres ressources, en affrontant toutes tes conséquences sans aide de personne. Il hocha la tête, se leva et marcha vers la porte. Sur le seuil, il se retourna une dernière fois. « Maman, dit-il, merci. » Pourquoi ? Pour m'avoir enseigné, même si c'est beaucoup trop tard, que les actions ont des conséquences. Et que les mères ne sont ni des banques ni des assurances-vie. Ce sont des personnes qui méritent amour et respect. J'aurais dû l'apprendre à 5 ans. Je l'apprends à 45. Mais au moins, je l'apprends. Après son départ, je m'assis dans mon nouveau fauteuil et réfléchis longuement à tout ce qui s'était passé. 6 mois plus tôt, j'étais une femme qui se considérait comme un poids mort, inutile, attendant seulement la mort. Aujourd'hui, à 72 ans, j'avais non seulement renaquis ma dignité, mais j'avais aussi créé un mouvement qui aidait d'autres femmes dans ma situation. Dans les mois suivants, Julien tenta véritablement de reconstruire sa vie, mais de façon très différente de ses tentatives précédentes. Il ne chercha pas un autre emploi dans la finance, sachant que sa réputation était détruite dans ce secteur. Au lieu de cela, il accepta un poste de vendeur dans un petit magasin de vêtements dans le quartier de la Guillotière. Le salaire était 3 fois moins élevé que son ancien poste, mais c'était un travail honnête. Il commença également une thérapie avec un psychologue spécialisé dans les troubles de la personnalité narcissique. Il m'aide à comprendre comment j'ai pu devenir si cruel avec la personne qui m'aimait le plus au monde, écrivit-il dans une de ses lettres. Car oui, il m'écrivait maintenant. Pas pour demander de l'argent, jamais plus il ne ferait cela, mais pour me tenir au courant de ses progrès dans ce qu'il appelait sa reconstruction humaine. Une de ses lettres, reçue 6 mois après notre dernière conversation, disait « Chère maman, je commence à comprendre la différence entre aimer quelqu'un et exploiter quelqu'un. Pendant des années, j'ai confondu votre générosité avec un droit acquis. J'ai traité votre amour comme un compte bancaire inépuisable où je pouvais puiser sans jamais rien rendre. Mon thérapeute m'aide à voir que ce comportement vient d'un sentiment d'entitlement que notre société moderne encourage. Mais rien n'excuse la cruauté que j'ai montrée. Je travaille chaque jour pour devenir une personne différente. Je ne vous demande pas de pardon, je ne le mérite pas encore. Je vous demande seulement de savoir que je travaille pour devenir l'homme que vous avez toujours espéré que je devienne. » Ces lettres me touchaient, mais je ne répondis à aucune. Il était encore trop tôt, et j'avais appris que l'amour maternel ne devait plus jamais être donné sans garantie de réciprocité. Pendant ce temps, l'histoire d'Isabelle prenait une tournure que même moi je n'avais pas prévue. 6 mois après son retour à Paris, j'appris par Madame Leclerc qu'elle avait épousé un homme de 65 ans, veuf et fortuné, propriétaire de plusieurs pharmacies dans la capitale. Certaines personnes n'apprennent jamais, commenta la directrice avec un sourire triste. Elle a simplement trouvé une nouvelle source de revenus. Cette nouvelle me confirma que j'avais eu raison de me méfier d'Isabelle dès le début. Contrairement à Julien qui semblait véritablement essayer de changer, elle avait simplement remplacé une situation financière avantageuse par une autre. 1 an après ma résurrection, je reçus une visite inattendue qui marqua un tournant important dans cette histoire. C'était une jeune femme d'environ 25 ans, élégamment vêtue d'un tailleur sobre, qui se présenta comme Sophie Beaumont, la sœur cadette d'Isabelle. « Madame Moreau, dit-elle en s'asseyant dans mon salon baigné de lumière, je viens vous présenter mes excuses les plus sincères au nom de toute ma famille pour le comportement inexcusable de ma sœur. » « Ce n'est pas nécessaire, ma chère enfant, répondis-je en lui servant du thé dans ma plus belle porcelaine.
Vous n'êtes pas responsable des actions de votre sœur. Si, en quelque sorte, insista-t-elle avec une maturité surprenante pour son âge. Mes parents et moi avons toujours su qu'Isabelle était, particulière dans sa relation à l'argent. Mais nous n'avons jamais imaginé qu'elle pourrait être si cruelle avec une personne âgée. Votre histoire a provoqué une véritable remise en question dans notre famille. Sophie me raconta comment l'histoire avait circulé dans leur cercle social parisien, provoquant une véritable réflexion sur les relations intergénérationnelles. Plusieurs familles ont complètement changé leur comportement envers leurs parents âgés après avoir entendu votre histoire, me dit-elle. Mon grand-père paternel, par exemple, était traité avec condescendance par mes oncles qui attendaient impatiemment son héritage. Maintenant ils ont honte et essaient de réparer leur relation avec lui. Elle me parla également d'une initiative que sa famille avait lancée, un fonds d'aide pour les mères âgées victimes de maltraitance financière par leurs enfants. Nous voulons que quelque chose de positif sorte de cette terrible histoire, expliqua-t-elle. Cette visite me montra que mon histoire avait des répercussions bien au-delà de ma propre famille. Elle créait des ondes de choc qui transformaient la façon dont les gens percevaient leurs relations familiales. 2 ans après ce jour fatidique de novembre où j'avais découvert la vraie nature de mon fils, un après-midi de printemps particulièrement beau, j'étais avec les autres bénévoles en train d'organiser une fête pour les résidentes de la maison quand Madame Leclerc vint me chercher. « Céline, il y a quelqu'un dans le jardin qui demande à vous parler. » Je sortis et vis Julien, mais ce n'était plus du tout le même homme que celui qui était venu me supplier quelques mois plus tôt. Il était plus mince, certes, vêtu simplement d'un jean propre et d'une chemise blanche, mais il y avait quelque chose de différent dans son maintien. Une humilité véritable, une paix intérieure que je ne lui avais jamais vue. « Maman, dit-il en restant à distance respectueuse, je ne suis pas venu demander quoi que ce soit. Je suis venu seulement pour vous dire que j'ai réussi à louer un petit appartement à moi. Il est modeste, dans le 8e arrondissement, mais il est honnête. Et que j'ai commencé à faire du bénévolat dans une cuisine communautaire qui nourrit les sans-abri. » J'écoutais en silence, observant cet homme qui était mon fils mais aussi un étranger qui apprenait apparemment à devenir une meilleure personne. « Je voulais aussi vous dire, continua-t-il, que vous m'avez sauvé. Pas en me donnant de l'argent, mais en me l'enlevant. Pas en me protégeant des conséquences, mais en me forçant à les affronter. J'ai appris que être fils n'est pas un droit à l'héritage. C'est une responsabilité d'amour et de respect. Je regardais cet homme mon fils, mais aussi l'étranger qu'il était devenu en apprenant enfin l'humilité et je sentis quelque chose que je n'attendais pas, une toute petite pointe de fierté. « Julien, dis-je finalement, tu apprends ce que tu aurais dû apprendre il y a 45 ans. Mais il n'est jamais trop tard pour grandir et devenir vraiment humain. Est-ce que vous pourriez, un jour, me pardonner ?» Je réfléchis longuement avant de répondre, regardant les roses du jardin que nous entretenions avec tant d'amour. Le pardon n'est pas quelque chose qu'on demande, fils. C'est quelque chose qu'on conquiert par ses actions, jour après jour, année après année. Continue à être cette personne meilleure, continue à apprendre à valoriser ce qui compte vraiment dans la vie, et peut-être qu'un jour nous pourrons parler de nouveau comme mère et fils. Mais ce jour n'est pas encore arrivé. Il hocha la tête avec une acceptation mature et s'éloigna. Il n'y eut pas d'embrassade, pas de larmes, pas de promesses. Mais il y eut quelque chose de bien plus précieux, il y eut du respect mutuel. 3 ans plus tard, après un long processus de reconstruction personnelle de sa part et de guérison de la mienne, Julien et moi avons repris contact graduellement. Pas comme avant, jamais plus comme avant, mais comme 2 adultes qui apprenaient à se respecter mutuellement dans une nouvelle configuration familiale. Il venait me rendre visite 1 fois par mois, toujours en apportant des fleurs qu'il avait achetées avec son propre argent durement gagné, jamais en demandant quoi que ce soit. Nos conversations étaient complètement différentes maintenant. Il me parlait de son travail, de sa thérapie, de ce qu'il apprenait sur lui-même et sur les relations humaines. Et moi, je partageais avec lui ma nouvelle vie, mon travail bénévole, les femmes remarquables que j'avais rencontrées, les livres que je lisais, les concerts auxquels j'assistais. « Vous savez, maman, me dit-il lors d'une de ses visites,
Mes collègues de travail parlent parfois de leurs parents comme de fardeaux qu'ils ont hâte de voir disparaître. Et maintenant je leur raconte notre histoire. Je leur dis que les parents ne sont pas des comptes bancaires sur pattes ou des polices d'assurance vie. Ce sont des êtres humains qui méritent respect et gratitude pour tous les sacrifices qu'ils ont faits. Cette transformation de Julien eut des répercussions inattendues. Plusieurs de ses collègues, touchés par notre histoire, commencèrent à reconsidérer leur propre relation avec leurs parents âgés. L'un d'eux, un jeune homme de 30 ans nommé Marc, vint même me remercier personnellement. « Madame Moreau, me dit-il lors d'une visite surprise, l'histoire que Julien nous a racontée m'a ouvert les yeux. Je réalisais que j'attendais moi aussi la mort de mon père pour hériter de sa maison. Grâce à vous, j'ai compris que j'étais en train de gaspiller les dernières années que je pouvais passer avec lui. Maintenant nous déjeunons ensemble tous les dimanches, et c'est lui qui m'apprend la vraie valeur de la vie. 5 ans après ma résurrection, ma nouvelle vie avait pris une dimension que je n'aurais jamais imaginée. Non seulement j'avais retrouvé ma dignité personnelle, mais j'étais devenue sans le vouloir une figure emblématique de la résistance des mères âgées contre la maltraitance familiale. Des journalistes de toute la France venaient m'interviewer. Mon histoire avait été reprise par plusieurs magazines nationaux, et même par une chaîne de télévision qui avait fait un documentaire intitulé « Les mères invisibles, quand l'amour devient exploitation ». Vous êtes devenu un symbole, me dit Madame Leclerc lors de notre réunion mensuelle du conseil d'administration de la fondation que nous avions créée. Votre courage a libéré la parole de centaines de femmes qui vivaient la même situation en silence. En effet, la fondation Céline Moreau, nom que j'avais accepté à contre-cœur, recevait maintenant des témoignages de toute l'Europe. Des mères maltraitées financièrement par leurs enfants, des grands-mères exploitées par leurs petits-enfants, des femmes âgées qui découvraient que leur famille ne les voyait que comme des distributeurs d'argent. Nous avions ouvert des antennes dans 6 villes françaises, offrant soutien juridique, psychologique et financier aux victimes de maltraitance familiale. Le mouvement avait même inspiré des initiatives similaires en Belgique et en Suisse. Ce qui me frappe le plus, me dit Dr. Martine Dubois, la psychologue que nous avions recrutée, c'est que votre histoire a brisé un tabou énorme. Avant, personne n'osait dire qu'un enfant pouvait être cruel avec sa mère. Maintenant, nous pouvons en parler ouvertement et aider vraiment ces femmes. Mais ce qui me rendait le plus fier, c'était de voir comment notre action avait influencé la législation. Un député de Lyon, touché par notre cause, avait proposé une loi renforçant la protection des personnes âgées contre l'exploitation financière familiale. Le projet, surnommé « Loi Moreau » par la presse, était en cours d'examen à l'Assemblée nationale. Grâce à vous, m'expliqua Maître Dupont lors d'une de nos rencontres, nous pourrons bientôt poursuivre pénalement les enfants qui exploitent financièrement leurs parents. Votre courage individuel est en train de changer toute notre société. L'ironie était parfaite, moi qui m'étais senti inutile à 72 ans, j'avais créé à 77 ans un mouvement qui transformait la France. 6 ans après cette journée de novembre qui avait changé ma vie, je reçus une lettre qui me surprit énormément. Elle venait d'Isabelle, de Paris. « Chère belle maman », écrivait-elle, « je sais que vous ne me pardonnerez probablement jamais, et je le comprends. Mais je voulais vous dire que votre histoire m'a hantée pendant toutes ces années. Mon nouveau mari est tombé malade l'année dernière, et en prenant soin de lui, j'ai enfin compris ce que signifie aimer quelqu'un sans attendre quelque chose en retour. Je réalise maintenant la monstruosité de ce que j'ai fait. Je ne demande pas votre pardon, mais je voulais que vous sachiez que votre leçon n'a pas été vaine. Je travaille maintenant comme bénévole dans un hospice, et je consacre ma vie à prendre soin de personnes âgées abandonnées. C'est ma façon de réparer, même si je sais que cela ne suffira jamais. Cette lettre me troubla profondément. Je ne répondis pas, mais je gardai ces mots dans un coin de mon cœur. Peut-être que même les âmes les plus perdues pouvaient encore trouver leur chemin vers la rédemption. Aujourd'hui, à 77 ans, je vis une existence que je n'aurais jamais osé imaginer à 72. Chaque matin, je me réveille dans mon appartement lumineux donnant sur le Rhône, et je sais exactement pourquoi je suis sur cette terre, pour continuer à défendre la dignité des mères et à lutter contre l'exploitation des personnes âgées. Mon travail à la Fondation me passionne.
Nous avons maintenant une équipe de 15 personnes qui travaillent à temps plein pour aider les victimes de maltraitance familiale. Nous avons ouvert un numéro vert national, créé un réseau d'avocats spécialisés, et surtout, nous avons redonné espoir à des milliers de femmes qui se croyaient condamnées à subir l'ingratitude de leurs enfants. Mes relations avec Julien ont continué à évoluer positivement. Il y a 6 mois, il m'a présenté sa nouvelle compagne, Marie, une infirmière de 40 ans qui travaille en gériatrie. Elle m'aide à comprendre encore mieux ce que vivent les personnes âgées, m'a-t-il dit. Grâce à elle et grâce à vous, je deviens peut-être enfin l'homme que j'aurais toujours dû être. Marie est une femme remarquable qui a immédiatement compris notre histoire complexe. Madame Moreau, m'a-t-elle dit lors de notre première rencontre, ce que vous avez fait pour Julien est extraordinaire. Vous lui avez appris que l'amour véritable exige le respect. C'est la plus belle leçon qu'une mère puisse donner à son fils. Pour toutes les mères qui m'écoutent ou me lisent, vous n'êtes pas des poids morts. Vous n'êtes pas des fardeaux. Vous n'êtes pas des distributeurs automatiques d'amour et d'argent. Vous êtes des forces de la nature qui, quand vous décidez d'arrêter de porter ceux qui ne le méritent pas, découvrez que vous pouvez voler plus haut que vous ne l'aviez jamais imaginé. Vos enfants n'ont pas droit à votre argent simplement parce qu'ils existent. Vous ne devez pas accepter le manque de respect au nom de l'amour maternel. Et jamais, jamais, ne permettez à qui que ce soit, même vos propres enfants, de vous considérer comme jetables ou remplaçables. La vie peut recommencer à tout âge quand vous décidez que vous méritez le respect. À 72 ans, j'ai découvert cela de la façon la plus douloureuse qui soit. Mais cette douleur m'a mené vers une renaissance que je n'aurais jamais cru possible. Chaque matin, quand je me réveille à Lyon et que je regarde le Rhône couler paisiblement par la fenêtre de mon appartement, je remercie le destin d'avoir eu le courage de déchirer ce chèque. Parce qu'en déchirant ce morceau de papier, j'ai aussi déchiré toutes les chaînes qui m'attachaient à une vie de manque de respect et d'exploitation. J'ai découvert que le plus grand cadeau que nous puissions faire à nos enfants n'est pas l'argent, c'est l'exemple vivant que la dignité ne se négocie jamais, et que l'amour véritable exige toujours la réciprocité. Mon histoire se termine ici, mais j'espère de tout cœur que la leçon continuera à résonner dans le cœur de toutes les mères qui m'ont entendu. Nous ne sommes pas des banques, nous ne sommes pas des assurances-vie, nous ne sommes pas des solutions aux problèmes financiers de nos enfants. Nous sommes des êtres humains magnifiques qui méritons amour, respect et considération. Et quand nous comprenons enfin cela, nous découvrons qu'il n'est jamais, jamais trop tard pour vivre avec toute la dignité que nous méritons. C'est cela, la vraie renaissance, apprendre à s'aimer soi-même autant qu'on a aimé les autres. Et cette leçon, mes chères sœurs, vaut tous les trésors du monde. Vous qui m'avez écouté jusqu'ici savez que ce n'est pas seulement mon témoignage, c'est le témoignage de milliers de mères qui vivent en silence, attendant des miettes d'amour de leurs propres enfants. Si vous traversez quelque chose de similaire, si vous sentez que vous êtes traité comme un fardeau, comme un obstacle entre vos enfants et une vie meilleure, sachez que vous n'êtes pas seul. Et surtout, sachez que vous avez le pouvoir de changer cela. Dans les commentaires ci-dessous, dites-moi, qu'est-ce qui vous a le plus touché au cœur dans ce témoignage ? Reconnaissez-vous votre propre vie dans ce que j'ai partagé ? Quelle partie vous a fait réfléchir sur vos propres relations familiales ? Votre voix compte. Votre expérience peut être la lumière qu'une autre mère a besoin pour trouver sa propre force. N'ayez pas peur de partager, ici vous serez entendu et respecté. Et si ce témoignage vous a touché d'une façon ou d'une autre, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Parce que tant qu'il y aura des mères qui seront manquées de respect, je serai ici pour raconter des témoignages qui doivent être entendus. Souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour exiger le respect que nous méritons. À 72 ans j'ai découvert cela. Et vous, quand allez-vous le découvrir ?